Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler des tests post-hoc. Alors, un bref petit rappel, donc nous avions parlé de l'ANOVA, plus spécifiquement de l'ANOVA 1, mais ce que je dis aujourd'hui est valable pour les ANOVA à mesure non répétée, donc c'est-à-dire les ANOVA normales, pour mesure indépendante. Donc, lorsque l'on fait une ANOVA, il y a 3 étapes. La première étape, c'est la vérification des conditions d'application, qui est essentielle. Une fois que cette étape-là est validée, qu'on a bien vérifié les conditions d'application et donc qu'on peut faire et interpréter l'ANOVA, on passe à la deuxième étape qui consiste à interpréter les résultats de l'ANOVA. Et interpréter les résultats de l'ANOVA, ça veut dire quoi? Ça veut dire conclure, est-ce que ma VD varie en fonction de ma VI ou de mes VI? Voilà. Ça, c'est vraiment la deuxième étape qui est finalement assez simple, qui ne prend pas beaucoup de temps. Et si on a le état carré partiel, donc la taille de l'effet, on l'interprète également. La troisième étape, forcément, c'est la plus intéressante. Si on a eu une ANOVA significative, alors il faut faire des tests post-hoc. Parce que les tests post-hoc nous permettent de savoir où se situe nos différences. Donc, il y a 2 moments où on ne va pas faire les tests post-hoc, où ce n'est pas nécessaire. C'est 1, lorsque l'ANOVA est non significative. S'il n'y a pas de différence entre nos groupes, pas la peine d'aller faire des tests post-hoc, puisqu'on sait qu'il n'y a pas de différence entre nos groupes, que tous nos groupes ont une moyenne similaire. Deuxième cas de figure où ce n'est pas nécessaire, c'est où la VI, ou les variables indépendantes si on en a plusieurs, si là où les VI n'ont que 2 groupes. Pourquoi je dis ça? Parce que ici, je reprends mon exemple avec la satisfaction au travail. Donc ça, c'est ma VD. Je m'intéresse à la satisfaction au travail de mes participants. Et si ma variable indépendante est par exemple le genre, qui est constitué d'hommes et de femmes, donc nous avons 2 groupes pour le genre, si je trouve un résultat significatif, il me suffit de regarder en fait tout simplement les moyennes des hommes et des femmes. Pas besoin de faire de tests post-hoc, vu que mon ANOVA me dit, par exemple, que c'est significatif. Ici, je n'ai pas fait l'ANOVA, c'est vraiment juste à titre d'exemple. Imaginons que je trouve une différence significative entre mes hommes et mes femmes. Pas besoin de faire de test post-hoc pour savoir qui est plus satisfait au travail que l'autre. Il me suffit de regarder mes moyennes. Donc ici, un simple tableau de moyenne suffirait. Dans l'exemple que j'avais pris pour l'ANOVA 1, je parlais de l'effet de la taille de l'entreprise sur la satisfaction au travail. Et pour rappel, la taille de l'entreprise, il y avait 3 catégories. Les individus travaillent soit dans une petite, soit dans une moyenne, soit dans une grande entreprise. Donc 3 catégories. Et on avait trouvé une différence significative. Donc l'ANOVA était significative. Donc la satisfaction au travail varie significativement en fonction de la taille d'entreprise. Donc, nous sommes donc à la 3e étape de l'ANOVA, qui consiste à donc faire les tests post-hoc. On peut également parler de comparaison multiple, donc de nouveau, c'est un peu une question de vocabulaire. Souvent en statistique, il y a beaucoup de mots qui veulent dire la même chose. Test post-hoc ou comparaison multiple, c'est la même chose. Bien. Alors, les tests post-hoc, les voici. On va parler aujourd'hui des contrastes linéaires, de Tukey, de Bonferroni et également de Student-Newman-Keuls. Alors, il y a une première catégorie de tests post-hoc. Il y a les tests post-hoc dits a priori. Et il y a également une deuxième catégorie qui s'appelle les tests post-hoc a posteriori. Quelle est la différence? La différence, c'est que dans les tests a priori, le chercheur a des hypothèses préalables et il va tester ces hypothèses-là. Donc par exemple, ce serait de dire, voilà, moi j'ai fait mon étude ici par rapport à la satisfaction au travail en prenant comme variable indépendante la taille de l'entreprise parce que j'avais comme idée qu'une petite entreprise donnerait lieu à une plus grande satisfaction au travail qu'une grande entreprise. C'est mon hypothèse personnelle de chercheur. Si j'ai cette hypothèse-là très précise en tête, eh bien, on fait normalement ce qu'on appelle un test a priori. Les tests a priori, il y en a 2. Il y a Bonferroni et il y a les contrastes linéaires. Si, au contraire,
Je mène cette étude en n'ayant pas d'hypothèse a priori, je ne sais pas ce que je vais obtenir comme résultat, je suis simplement curieuse, il n'y a pas de littérature qui existe sur le sujet, je n'ai absolument aucune idée de ce que je vais trouver. Je ne sais pas si la taille de l'entreprise influence ou non si ça influence ou non la satisfaction au travail. Du coup, là, je n'ai pas d'hypothèse. Du coup, on fait ce qu'on appelle plutôt donc, des tests post-hoc a posteriori. Et dans les a posteriori, on a le tuti et on a le student Newman-Kuhls. Voilà pour la théorie. Alors, et quand je dis théorie, en fait, il s'agit bien de théorie. Parce que, je vais vous expliquer pourquoi au fur et à mesure, mais que généralement, en fait, le fait qu'on ait des hypothèses a priori ou pas, finalement, les chercheurs ne font pas forcément en fonction de ça, mais en fonction d'autres critères. Mais donc, sachez-le, en tout cas, pour la théorie, c'est comme ça qu'on apprend dans les cours de statistique, c'est qu'il y a les tests a priori et les tests a posteriori, en fonction de si on a des hypothèses sur les résultats qu'on s'attend à obtenir ou pas. Alors, nous allons commencer donc avec les tests a priori. Donc, pour rappel, il s'agit de Bonferroni ici et des contrastes linéaires, contraste ici. Donc ces deux tests-là sont des tests a priori et ce sont également les tests post-hoc les plus conservateurs. Et ça, c'est important. Qu'est-ce que ça veut dire? Un test conservateur, ça veut dire qu'il s'agit d'un test qui va difficilement rejeter H0 alors que H0 est vrai. Je vous renvoie ici à l'erreur de type 1 et à l'erreur de type 2, aussi appelées les erreurs de type alpha et bêta. Donc il faut savoir que dans la recherche en sciences sociales, de manière générale, on préfère, quand il y a vraiment un doute, quand les résultats ne sont pas clairs, nous on va préférer dire qu'il n'y a pas de différence, donc rejeter H1, ne pas rejeter H0. On va préférer dire « Ok, les résultats sont beaucoup trop incertains, je préfère dans le doute m'abstenir et dire qu'il n'y a pas de différence, que je n'ai pas pu conclure à une différence entre mes groupes. » Plutôt que l'inverse. Pour plusieurs raisons éthiques notamment, donc c'est ça qu'on décide. Donc, quitte à faire une erreur en tant que chercheur, on préfère faire une erreur en disant qu'il n'y a pas de différence alors qu'il y en a une, que faire une erreur en disant qu'il y a une différence alors qu'il n'y en a pas. Donc les tests post-hoc les plus conservateurs, forcément, nous, c'est les plus intéressants. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les tests post-hoc les plus conservateurs, donc Bonferroni et le contraste linéaire, concluent à une différence significative, ça signifie que vraiment on est certain qu'il y a une différence significative. Donc voilà, alors Bonferroni, on va commencer par celui-là. Alors il faut savoir qu'au niveau du calcul mathématique pur et dur, Bonferroni et les contrastes linéaires, c'est la même chose, c'est la même formule légèrement modifiée, mais grosso modo c'est exactement la même chose. Donc en fait, Bonferroni et les contrastes linéaires, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un test T. Donc un test T de comparaison de moyenne. Qu'est-ce qui est nouveau? En fait, c'est qu'on va appliquer la correction de Bonferroni. Bonferroni n'a pas inventé un test, parce que de nouveau, c'est un test T de comparaison de moyenne qui existait avant lui. Bonferroni, il a créé quoi? Il a créé tout simplement une correction, dont je vais parler plus tard. Alors, Bonferroni. Mais comme je vous l'avais déjà expliqué dans la Nova 1, la vidéo sur la théorie de la Nova 1, on a ici donc Bonferroni qui nous fait en fait des comparaisons 2 à 2. Donc on va comparer les moyennes de petites à la moyenne de moyenne entreprise. Donc je vous rappelle qu'il s'agit de la moyenne de la satisfaction au travail. Petite et grande entreprise, moyenne et petite, moyenne et grande, grande et petite, grande et moyenne. Comme je l'avais déjà dit aussi, on retrouve deux fois la même comparaison, parce que qu'on compare la moyenne de petite moins la... la moyenne. La moyenne donc de satisfaction au travail des gens qui travaillent en petite entreprise moins la moyenne des gens qui travaillent dans une moyenne entreprise, c'est la même chose que moyenne moins petite. La seule chose qui change, c'est le signe. Pourquoi? Parce que ici, c'est la différence moyenne, donc on fait I moins J, I moins J. Donc si on fait petite moins moyenne, on a un résultat positif, ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que la moyenne est plus grande, la moyenne de satisfaction est plus grande pour les petites entreprises que pour les moyennes entreprises. Parce qu'on soustrait un chiffre qui est plus grand à un chiffre qui est plus petit, donc forcément le résultat est positif. Tandis qu'ici, on a le même chiffre
au signe près, parce que là, forcément, on fait l'inverse. On fait tout simplement la moyenne moins la moyenne de petites entreprises, et du coup, on a un résultat ici négatif. Donc, ça c'est Bonferroni qui fait à chaque fois, donc tout 2 fois. Donc ici, en fait, j'ai 6 comparaisons, mais il y en a que 3 qui sont utiles. Il y en a à chaque fois, il y en a 3 qui se répètent, 3 qui disent la même chose que les 3 premières. Et surtout, ce qui est important, c'est donc la p-valeur. Parce que observer une différence de moyenne, ça on arrivera quasiment systématiquement. Il y aura toujours un chiffre ici qui sera différent de 0, mais c'est pas pour ça que cette différence elle est significative. Donc ici, on a des p-valeurs qui sont toutes ultra significatives, donc autrement dit, ça veut dire qu'on peut à chaque fois conclure qu'il y a des différences entre les différents groupes. Et vu les résultats, on peut conclure que les gens qui travaillent en petite entreprise sont significativement plus satisfaits que les gens qui travaillent en moyenne entreprise, et que les gens qui travaillent en moyenne entreprise sont eux-mêmes significativement plus satisfaits que les gens qui travaillent en grande entreprise. Voilà pour Bonferroni. Alors, je vous parlais d'une correction de Bonferroni tout à l'heure, parce qu'il faut savoir en fait qu'ici la p-valeur a été corrigée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, ici, au total, j'ai 3 tests T. On a comparé petite à moyenne, petite à grande et moyenne à grande. J'ai donc 3 tests T qui ont été réalisés. Donc, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Donc, voici la correction de Bonferroni. L'idée, c'est qu'on va donc changer l'alpha. Donc l'alpha, pour rappel, c'est le seuil, la valeur seuil qui est à 0,05. Donc si une p-valeur est inférieure à 0,05, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on a moins de 5% de chances de se tromper en rejetant H0 alors que H0 est vrai. Donc on a moins d'une chance sur 20 de se tromper. On estime que c'est un risque acceptable. Alors le problème, en fait, qu'est-ce qui se passe dans les comparaisons multiples? C'est que ici, donc, au total, comme je vous disais, je vais réaliser 3 comparaisons. Je vais réaliser 3 tests T. Le problème, c'est que plus on va faire des tests T, donc ici je n'ai que 3 groupes, je pourrais en avoir 4. Du coup, je vais devoir augmenter mon nombre de tests T. Au plus je fais de comparaisons, donc de tests T, et au plus j'augmente, malgré moi, mon risque d'erreur alpha, donc mon risque de rejeter, de me tromper en affirmant qu'il y a une différence alors qu'il n'y en a pas, de rejeter H0 alors que H0 est vrai. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ça c'est quelque chose qu'on ne tolère pas. Quitte à se tromper, on préfère faire l'inverse. Mais dire qu'il y a une différence alors qu'il n'y en a pas, ça c'est bien plus grave. Donc Bonferroni, il a réfléchi au problème et il s'est dit, ben voilà, les tests de comparaison, on en a besoin. J'ai 3 groupes, si je ne fais qu'un seul test T, ben du coup je garde mon alpha à 5%, ben ça n'a aucun sens. Si j'ai 3 groupes, l'intérêt c'est de pouvoir les comparer entre eux et donc de pouvoir faire plusieurs tests T. Donc Bonferroni a créé donc une correction qui est celle-ci. Donc on va utiliser alpha prime et non plus alpha. Et alpha prime c'est quoi ? Alpha prime correspond à alpha, donc 0,05 divisé par C, C étant le nombre de comparaisons. Ici, j'en fais 3. Autrement dit, dans mon cas ici, je fais 0,05 divisé par 3 si on a des hypothèses unilatérales. Donc, alpha divisé par 3, dans ce cas-ci, ça donne 0,01 et quelques. Donc ça veut dire que c'est mon nouveau seuil alpha et que qui est donc du coup beaucoup plus limitant. Vous vous rendez bien compte que déjà avoir quelque chose de significatif c'est bien, mais alors là on rejette, le seuil devient de plus en plus inatteignable en fait. Et c'est ça le principe de Bonferroni, c'est qu'au plus C va augmenter, donc le nombre de comparaisons, et au plus alpha prime va être petit. Et donc voilà, donc ça c'est ce qu'on fait ici. Et d'ailleurs, SPSS le fait tout seul, hein. On ne doit pas le faire. Mais donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une p-valeur ici inférieure à 0,05, en vrai, elle est largement inférieure à 0,05. Ça veut dire qu'on a appliqué, parce que de nouveau, Bonferroni, le test de Bonferroni sur SPSS le fait automatiquement. Ça signifie que on est vraiment largement en dessous du seuil habituel de l'alpha habituel, vu qu'ici, on utilise alpha prime.
Donc, ça, c'est ce que SPSS a fait pour vous. Je reviens sur ma petite explication ici. Donc, dans le cas d'hypothèse unilatérale, parce que je vous rappelle qu'en cas d'hypothèse unilatérale, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on met donc les 5% de chance du même côté, parce qu'on fait l'hypothèse, par exemple, que les gens qui travaillent en petite entreprise sont d'office plus heureux que ceux qui travaillent en moyenne ou en grande entreprise, ou en tout cas ils ne sont pas moins heureux. Donc on fait l'hypothèse tout simplement de dire que la moyenne de petite entreprise est plus grande ou égale à est plus grande plutôt à la moyenne à la moyenne des gens qui travaillent en moyenne entreprise et en grande entreprise. Donc, dans le cas d'hypothèse unilatérale, on va impliquer simplement cette formule-là. Si on a une hypothèse bilatérale, donc là, ça signifie que s'il y a une différence, on ne sait pas où elle sera. Là, il faut faire alpha demi divisé par c. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à nouveau, on va encore diviser alpha par 2, en plus de le diviser par c. Donc là, de nouveau, on va obtenir un alpha prime extrêmement faible. Mais en cas d'hypothèse bilatérale, il faut le faire. Voilà pour la correction de Bonferroni. Attention, ça c'est très important. C'est très important quand on le fait à la main, forcément, le calcul de Bonferroni. Sur SPSS, il faut en être conscient, même si, de nouveau, comme je vous ai déjà dit, la correction de Bonferroni, ici, elle a été appliquée. Donc, pas de souci, vous pouvez regarder la p-valeur au seuil normal de 0,05. Par contre, là où c'est important d'en tenir compte, c'est dans le cas des contrastes linéaires. Parce que je vous ai parlé du test de Bonferroni, on l'a fait, on l'a vu. Maintenant, je vais vous parler du deuxième test a priori, test post-hoc a priori qui existe, qui est le contraste linéaire. Comme je disais tantôt, un contraste linéaire et un Bonferroni, finalement, c'est un test T qui varie très légèrement au niveau du calcul en lui-même, mais finalement est le même. Donc, ici, on teste des contrastes. Alors, ce n'est pas du tout la même logique qu'un Bonferroni. Quand on fait un contraste sur SPSS, il faut d'abord en fait indiquer à SPSS ce qu'on aimerait bien tester. Donc en fait, il faut attribuer à chaque groupe, donc ici on a nos coefficients, ce mot est important, on a les coefficients du contraste linéaire et on voit ici que j'ai mes 3 catégories de groupes. J'ai les gens qui travaillent en petite entreprise, en moyenne entreprise et en grande entreprise. Et ici on a les contrastes. Alors moi ici j'ai décidé de réaliser 3 contrastes, donc 3 tests T, 3 comparaisons, pour vous donner différents exemples, tout simplement. Et pour chaque contraste, on voit donc le contraste 1. Voici les coefficients que j'ai attribués à chaque groupe. Donc, la petite entreprise a un coefficient de 1, moyenne pareil, et grande entreprise a un coefficient de moins 2. Donc, ça veut dire quoi ces coefficients? Alors, l'idée du contraste linéaire, c'est qu'il peut faire quelque chose qu'il est le seul à pouvoir faire. Le contraste linéaire permet en fait de regrouper des moyennes entre elles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je pourrais me dire en tant que chercheuse, je pourrais me dire, tiens, moi je pense que finalement, le mal-être en entreprise, il est essentiellement dans les grandes entreprises. Autrement dit, ceux qui travaillent en petite ou en moyenne entreprise auront la même satisfaction. Et du coup, je les mets ensemble. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que je vais faire un test T qui compare petite et moyenne entreprise ensemble versus la satisfaction au travail des employés en grande entreprise. Avec Bonferroni, c'est impossible. Bonferroni, il teste individuellement à chaque fois petite versus moyenne grande, moyenne versus petite, moyenne versus grande, etc. Donc les contrastes linéaires permettent de regrouper des moyennes entre elles, donc on a un groupe de moyennes. Mais finalement, je vous disais, c'est la même chose parce que qu'est-ce qui se passe? On va comparer ces deux-là ensemble versus celui-là. Donc on va plus comparer 2 moyennes, mais on va comparer 2 groupes de moyennes. On a d'un côté les petites et les moyennes entreprises qu'on a regroupées ensemble. Du coup, on leur a donné le même coefficient. Et de l'autre côté, on va donc comparer ici aux grandes entreprises. Et on a mis un coefficient d'un chiffre différent, ça c'est important, et d'un signe différent. Quand vous construisez vos contrastes linéaires, vous devez donc attribuer un coefficient à chaque groupe, c'est important.
Et ces contrastes, ils ne se décident pas au hasard, ils doivent obéir à 2 règles. La première règle, c'est que l'addition des chiffres doit être égale à 0. Ici, c'est le cas. 1 plus 1 moins 2, ça fait bien 0. Ici, on a 2 moins 1, ça fait 0. Ici, on a 3 plus 0 moins 3, ça fait 0. Donc, première règle, les chiffres doivent s'additionner et donner comme résultat 0. Deuxième règle, c'est que à partir du moment où on décide de regrouper des moyennes entre elles, ces chiffres, les coefficients de ces groupes doivent être le même. Ici, j'ai mes petites et moyennes entreprises dans le même panier, et bien du coup, ils auront le même coefficient. Je ne peux pas faire 1, 2 et moins 3 ici. Ça aurait respecté la règle de la somme nulle, mais par contre, ça veut dire que ici, ils n'ont pas le même chiffre, donc ils ne sont pas ensemble. Ici, j'ai fait quoi? J'ai fait 2 coefficients 2 pour petite entreprise et moins 1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je teste en fait, est-ce qu'il y a une différence de moyenne, de satisfaction entre les gens qui travaillent en petite entreprise et je regroupe ensemble les gens qui travaillent en moyenne et en grande entreprise. Donc c'est une autre hypothèse qu'on peut tester. Et troisièmement, j'ai mis ici 3, 0. 0, ça veut dire que j'annule, je ne prends pas en compte cette catégorie-là. Et moins 3. J'aurais pu mettre 1 et moins 1, c'était juste pour vous montrer que tout est possible et que tant qu'on respecte les 2 règles, donc à savoir la somme est nulle et les chiffres, les coefficients d'un même groupe de moyennes doivent être le même, vous pouvez choisir ce que vous voulez comme chiffre, c'est égal. Donc, 3 hypothèses. Est-ce que la satisfaction qui est la même pour les petites et moyennes entreprises est significativement différente des gens qui travaillent en grande entreprise? Est-ce que la satisfaction des employés en petite entreprise est significativement différente des gens en moyenne et grande entreprise mis ensemble? Et troisième hypothèse, est-ce qu'il y a une différence significative de satisfaction entre les gens qui travaillent en petite entreprise et les gens qui travaillent en grande entreprise, sans tenir compte donc des gens qui travaillent en moyenne entreprise? Donc là, en fait, je fais simplement un test T. Comme Bonferroni, quand il compare petite et grande, c'est la même chose. Voilà, donc ce premier tableau est essentiel pour vous montrer comment vous avez codé vos coefficients et donc quelles sont les hypothèses. Donc, je rappelle, nous avons 3 hypothèses, 3 contrastes linéaires, donc 3 tests T, 3 comparaisons. Et à chaque fois, forcément, des hypothèses différentes, sinon ça n'a pas intérêt de tester 2 fois la même chose. Alors, ça c'est donc ce que je vais tester, et ça c'est le résultat. Donc, les tests des contrastes. Alors, ici, on a notre VD, la satisfaction au travail, et là, on a les numéros des contrastes. Donc ici, contraste 1, mais il s'agit de celui-là, où je postule que la moyenne des petites et moyennes entreprises est égale mise ensemble, et qu'elle est peut-être différente des gens qui travaillent dans une grande entreprise. Donc ça, c'est le contraste 1. Et vous pouvez voir déjà que les contrastes se répètent. On va tester 2 fois le contraste 1, 2 fois le contraste 2 et 2 fois le contraste 3. Pourquoi? Eh bien, la réponse, elle est ici. Ici, c'est les tests de mes 3 hypothèses en partant du principe que mes variances sont égales. Alors ça, normalement, c'est supposé sonner une petite cloche chez vous. Ça veut dire quoi, les variances égales? Ça veut dire, je vous rappelle, à la première étape de l'ANOVA, qui consiste à vérifier que les variances sont homogènes. Donc, normalement, c'est le cas. Si ce n'est pas le cas, vous avez dû faire quelque chose pour régler le problème. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, en 95% des cas, on va regarder ici, parce que les variances sont égales, mais donc pour ça, je vous rappelle, je vous renvoie au test de Levené, qui vous dit si oui ou non les variances sont homogènes. Et ça veut dire aussi que, en fait, finalement, le test T sur SPSS, si on veut être vraiment réglo, le test T, le contraste linéaire est le seul test T que l'on peut faire lorsque nos variances ne sont pas homogènes et que donc on a par exemple eu recours à une correction de Welch. Donc la correction de Welch, ça fait partie d'une vidéo par rapport à ce qu'on fait lorsque les conditions d'application ne sont pas vérifiées. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir la vidéo. Donc, lorsqu'on fait une correction de Welch, du coup, il vaut mieux faire le test T de contraste linéaire parce que, comme je vous l'expliquais, ici, justement,
on fait des tests T, mais tout en sachant que les variances ne sont pas homogènes, ce qui est le cas lorsqu'on fait la correction de Welch. Bien, donc nous ici, a priori, l'homogénéité des variances a été vérifiée, on l'avait fait ensemble dans la vidéo sur la théorie. Donc on regarde ici. Et donc là, j'ai mes 3 lignes, donc à chaque fois avec la valeur du contraste, l'erreur type, le test T, le degré de liberté et surtout ce qui nous intéresse, la p-valeur pour des hypothèses bilatérales. Nous voyons que les 3 ici sont significatifs. Mais alors, attention, c'est là que ça devient chaud. Je vais vous parler de la correction de Bonferroni pour Bonferroni, donc qui consiste à diminuer l'alpha. Donc on va prendre alpha prime, qui donc va être alpha divisé par C, C étant le nombre de comparaisons. Et donc, Bonferroni, il n'y a pas à se soucier de tout ça, parce qu'il applique automatiquement la correction de Bonferroni, mais ce n'est pas le cas du contraste linéaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple ici, donc là je vois que j'ai un exposant moins 11, donc on est vraiment dans un chiffre tout petit, mais imaginons que ici j'avais 0,3, non, excusez-moi. Voilà. Donc ici imaginons que j'ai 0,03, en théorie ça c'est significatif. C'est en dessous de 0,05. Ça, dans une interprétation tout à fait normale, il faudrait dire, ben voilà, j'ai 3% de chance de me tromper en affirmant qu'il y a une différence, alors qu'il n'y en a pas. 3% de chance de me tromper, c'est inférieur à 5%, c'est inférieur à une chance sur 20, donc c'est un risque tout à fait acceptable que je suis prête à prendre pour dire il y a une différence significative entre mes groupes. Donc, entre ce que je suis en train de tester, à savoir, donc, petite moyenne versus grande entreprise. Mais, ici nous sommes dans un test T qui applique une correction de Bonferroni parce qu'il s'agit d'un test T contraste linéaire. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, en fait, ce n'est pas ma bonne p-valeur. Ici, ça c'est une p-valeur qui n'est calculée que lorsqu'on ne fait qu'un seul test T. Or, on en a fait 3. Donc, je vous renvoie. On est en hypothèse... J'espère que ça ne va pas vous embrouiller ce que je dis, mais donc, vu que SPSS a déjà calculé comme si c'était du bilatéral, on ne doit pas faire diviser par 2 parce que SPSS l'a déjà fait pour nous. Donc SPSS, il a fait ça. Mais nous, on doit rajouter ça, divisé par C, pour avoir alpha prime. Et donc, si on divise par C, donc par 3, donc on a 0,05 divisé par 3, eh bien ça fait de l'ordre de 1, quelque chose. Du coup, mon 0,03, ma p-valeur ici, elle est supérieure à mon nouveau seuil alpha, qui est donc de 0,01 et quelques. Donc je ne peux pas, dans ce cas-ci, affirmer qu'il y a une différence entre mes groupes. Je peux juste dire que malheureusement, le risque de me tromper est trop grand. Et donc, non-rejet de H0. Donc ça peut sembler un peu tordu, mais de nouveau, c'est l'idée, c'est que vu qu'on accumule les tests T, on augmente le risque alpha. Et ça, ce n'est pas acceptable, ce n'est jamais acceptable. Du coup, vu que le seuil alpha a diminué, il est devenu encore plus inaccessible. Ici, ce qui ferait normalement, en temps normal, l'objet d'un rejet de H0, ici fait l'objet d'un non-rejet de H0. Alors, pour appliquer la correction de Bonferroni, vous avez 2 manières. Moi, j'ai calculé alpha prime et j'ai considéré que alpha prime, donc 0,01 et quelques, est mon nouveau seuil. Donc ça veut dire qu'en dessous, c'est rejet de H0, au-dessus, c'est non-rejet de H0. Il y a une autre manière, en fait, il y en a qui sont plus à l'aise avec ça, c'est de prendre la p-valeur, donc ici 0,030, et de faire fois C. Donc fois le nombre de comparaisons. Parce que là, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Si on fait 0,03 fois C, donc fois 3, ça va faire 0,09. 0,09, ça veut dire qu'on a 9% de chance de se tromper en rejetant H0. Donc l'erreur est trop grande, elle est supérieure à 5%, donc non-rejet de H0. Donc comme je disais, il y a 2 méthodes, ça dépend vraiment de vos affinités. Tant que vous arrivez au même résultat, c'est égal. Donc soit vous comparez la p-valeur directement à alpha prime, soit vous prenez la p-valeur et vous faites fois
C, donc fois le nombre de comparaisons. Ici, on a 3 comparaisons, on a 3 contrastes. Et du coup, pour obtenir la vraie p-valeur en fonction du seuil d'alpha prime. Voilà pour les contrastes linéaires. Donc ici, rapidement pour interpréter, ben alors oui, donc celui-là pour rappel à la base c'était significatif. Donc oui, quand je mets ensemble petite et moyenne entreprise versus grande entreprise, on observe une différence significative. Ici aussi c'est significatif, donc quand je mets petite versus moyenne et grande entreprise, on observe également une différence significative. Et enfin, lorsque je teste juste la différence entre les petites et les moyennes entreprises, petites et grandes entreprises, pardon, c'est également significatif, donc la satisfaction est significativement différente en petite ou en grande entreprise. Voilà pour les contrastes linéaires. On va maintenant passer donc, au test post-hoc a posteriori. Donc là, on en a 2. On a Tukey et on a le Student Newman-Kuhls. Alors, le Tukey, il est assez particulier et moi, j'avoue que j'aime bien. Vous allez comprendre pourquoi. Le Tukey, en fait, il nous fournit 2 tableaux. Il nous fournit le même tableau que Bonferroni. Donc, normalement, si vous en demandez qu'un des deux, naturellement, vous avez que l'un des deux. Vous n'avez pas... Là, les deux sont mis ensemble, vu que c'est exactement le même tableau. Mais si vous demandez que Bonferroni, vous n'avez pas toute cette partie-ci. Et si vous demandez que Tukey, vous n'avez pas toute cette partie-ci. Alors, vous voyez, donc, Tukey, c'est exactement la même chose que Bonferroni. À ceci près que, attention, quand je disais que les tests post-hoc a priori étaient les plus conservateurs, ça signifie donc que les tests post-hoc a posteriori sont moins conservateurs. Donc, qu'ils rejettent plus facilement H0. Ils vont plus facilement admettre une différence alors qu'il n'y en a peut-être pas. Donc, ça c'est le défaut des tests post-hoc. Alors, je sais qu'ici ça se voit pas, mais en fait, la p-valeur... elle n'est pas exactement la même. Donc si aussi on regarde petite et moyenne entreprise, on voit qu'on a 0,00000, donc 5 0 et 7, tandis que pour Bonferroni, c'est pas supposé de la même. Ah, je me disais aussi, il y avait un souci. Voilà, donc ici on a un exposant moins 12, donc on a 12 zéros avant d'avoir un chiffre. Donc vous voyez quand même la différence de p-valeur. Donc, voilà pour la différence. Donc, même donnée, mais résultat différent. Voilà déjà comment le choix d'un test peut influencer les résultats que vous aurez en tant que chercheur. Donc, plus conservateur, Bonferroni et contraste linéaire que Tukey. Mais donc, sinon, au niveau de la présentation purement du tableau, Tukey, c'est la même chose, comme vous voyez. On compare petite à moyenne, petite à grande, moyenne à petite, moyenne à grande, etc. Et forcément, les chiffres là sont les mêmes, vu que c'est les différences de moyenne. Les moyennes n'ont pas changé parce qu'on change de test. Bien. Ça, c'est pour Tukey. Alors, il nous fournit donc ce tableau-ci qui ressemble très fort à Bonferroni. Il nous fournit aussi un autre tableau que moi, je trouve très clair, personnellement. C'est celui-ci. En quoi ce tableau... Non, pardon. En quoi ce tableau me semble plus clair que l'autre? Eh bien, tout simplement parce que nous avons Tukey, ici, qu'il a trié les groupes en fonction de la moyenne. Donc, il a d'abord mis grande entreprise parce que c'est là que la moyenne est la plus faible. Ensuite, il a mis moyenne parce que c'est là que la moyenne est un peu plus élevée. Et petite entreprise, car c'est la moyenne la plus élevée. Donc en fait, il va trier vos groupes du plus petit résultat au plus grand résultat, ce qui va donc les ordonner en fonction de leur score. Et en fait, il va créer des colonnes en fonction des différences significatives qu'on observe. Donc ici, on observe quoi? On observe que on a 3 colonnes, et dans chaque colonne, on a à chaque fois un groupe différent. Ça signifie, tout simplement, que ce groupe-ci, les grandes entreprises ont une moyenne significativement différente des autres moyennes, car les autres moyennes ne sont pas dans la même colonne. Et donc, par définition, par conséquent, le chiffre, la satisfaction au travail est significativement plus faible que dans les autres groupes.
Pareil pour les moyennes entreprises. Ici, la moyenne de 5,24 est dans une colonne à part des autres. Donc, ça veut dire qu'elle est significativement plus grande qu'en grande entreprise, mais elle est significativement plus petite qu'en petite entreprise. Et pareil pour la petite entreprise, la moyenne est beaucoup plus élevée ici. Et nous avons donc pas d'autre moyenne dans la colonne. Donc, ça veut dire que les gens qui travaillent en petite entreprise ont une satisfaction bien plus élevée qu'en moyenne ou en grande entreprise. Alors, il y a d'autres résultats qui sont possibles. Imaginons je traficote les données. Ce résultat-là est tout à fait possible. Du coup, imaginez que cette colonne n'existe pas. Et là, vous avez en fait des résultats, vous n'avez que ces deux colonnes-là, qui vous disent, du coup, là, ici, la p-valeur va changer, ça j'expliquerai après ce que c'est. Ça signifie, si on regroupe des moyennes, ça veut dire qu'elles ne sont pas significativement différentes l'une de l'autre. Donc, que vous travaillez en grande ou en moyenne entreprise, ça veut dire que la moyenne de la satisfaction n'est pas significativement différente. Ils ont la même satisfaction. Pareil ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peu importe qu'on travaille en moyenne ou en petite entreprise, la satisfaction n'est pas significativement différente. Donc les individus sont tout aussi heureux en moyenne ou en petite entreprise. Mais la particularité ici de ce résultat ici, c'est quoi? C'est que les gens qui travaillent en moyenne entreprise, leur satisfaction se retrouve dans les deux colonnes. Et ça, c'est tout à fait possible. Ça arrive régulièrement dans les résultats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, certes, en moyenne, ils ont un chiffre un peu plus élevé qu'en grande entreprise, mais il n'est pas significativement différent. Donc, ils ne sont pas forcément significativement plus heureux qu'en grande entreprise, mais ils ne sont pas non plus significativement moins heureux qu'en petite entreprise. Donc, on a un résultat un peu bizarre, mais ça arrive assez souvent dans les groupes. Donc là, on est un peu dans un entre-deux, où, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par contre, il y a une différence significative entre les gens qui travaillent en grande entreprise et en petite entreprise. Parce que les deux moyennes sont dans deux colonnes différentes. Donc, si dans deux colonnes différentes, ça veut dire que les moyennes sont également différentes. Il n'y a juste pas de différence entre grande et moyenne et entre moyenne et petite entreprise. Voilà. Donc ça, c'est un autre résultat possible. Et alors, cette p-valeur-là, elle perturbe beaucoup de gens. Et c'est le seul tableau où, en fait, il ne faut pas regarder la p-valeur. Pourquoi? Parce que la p-valeur ici, c'est en fait, si vous voulez... Bon, ici, de nouveau, ça ne s'applique pas, vu que normalement, dans les vrais résultats, avant que je ne traficote tout, il n'y avait qu'une seule moyenne. Mais si, par exemple, on a ce résultat-ci où on a deux moyennes ensemble dans le même groupe, donc qui ne sont pas significativement différentes, la p-valeur ici sera la p-valeur, justement, pour la différence des moyennes. Donc, ce sera toujours une p-valeur non significative. Parce que c'est la p-valeur concernant le test des moyennes qui sont ensemble, donc qui ne sont pas significativement différentes. Du coup, la p-valeur, vraiment, vous ne la regardez pas. C'est un peu bizarre à dire, mais c'est la seule fois que je le dirai. Vous ne regardez pas la p-valeur, vous regardez vraiment les résultats. Moyenne différente égale colonne différente. Et tandis que si les moyennes sont regroupées ensemble dans une même colonne, ça signifie que les moyennes ne sont pas significativement différentes. Donc, Tukey, moi je l'aime bien pour ça, c'est parce qu'il y a la rigueur vraiment de la comparaison entre les différents groupes, on compare tout 2 à 2, mais qu'il fournit également un petit tableau récapitulatif qui est beaucoup plus simple d'interprétation, je trouve, qu'un Bonferroni. Bonferroni, là on a que 3 groupes, ça passe encore, mais je peux vous assurer que quand vous en avez 4 ou 5, parfois vous pleurez. Donc... En fonction des résultats, ça dépend. Si c'est facile, si tout est significativement différent l'un de l'autre, c'est facile. Mais parfois, il y en a un qui se retrouve et il est sur 3 colonnes en même temps. Et enfin voilà, vraiment tout est possible. Et parfois, Bonferroni, ça peut être compliqué à interpréter. Donc Tukey a ça de sympa. Mais comme je disais, moins conservateur et c'est un test a posteriori. Il nous reste le Student-Newman-Kulz, qui donc de nouveau est un test post-hoc a posteriori, donc sans hypothèse a priori. Le chercheur ne sait pas ce qu'il va trouver. Il n'a pas d'hypothèse en tout cas. Et c'est un test qui est encore moins conservateur que le Tukey. Et alors surtout, il ne fournit que ce tableau-ci.
Donc là, on n'a pas du tout le détail, justement, des comparaisons de moyenne 2 à 2. Là, on a vraiment juste le récapitulatif qui est certes clair, facile à lire, mais qui, pour un chercheur, est quand même assez peu satisfaisant parce que à partir du moment où vous devez écrire des résultats, normalement, vous avez besoin des valeurs, des p-valeurs, etc. Là, vous n'avez même pas les p-valeurs. Donc, cette différence entre ce chiffre-là, cette moyenne-là et cette moyenne-là, est-ce que la p-valeur est de 0,04 ou de 0,00000001, on ne sait pas. Et donc ça, c'est très frustrant pour un chercheur. Et ben voilà pour les tests post-hoc. Donc ici se conclut notre vidéo. J'espère que ça vous a plu et à très bientôt pour tout.